Ça a toujours été un plaisir pour moi, madame, messieurs, de vous retrouver pour les comptes de ces magazines Femmes en or, Femmes étoiles, Femmes d'exception, Femmes d'excellence, les femmes qui brillent un peu comme de l'or. Je l'ai souvent dit, ce sont des femmes au grand F, les femmes qui ne sont pas dans la bassesse, mais qui sont dans la hauteur. Alors, ce sont des femmes qui marquent comme ça leur histoire, qui marquent comme ça leur temps, leur génération et qui servent des modèles aux autres femmes dans tous les domaines. Alors, vous serez toujours la bienvenue dans ces magazines Femmes en or présentés par votre humble servante Nacha Kitete. Alors, mesdames, messieurs, aujourd'hui, nous allons donner la parole à une grande dame, une femme qui essaie d'écrire son histoire sur les sables du temps. Il s'agit de madame Sarah Mwamba. Elle est la présidente de l'ONG Nazayo. Donc, je suis toi. C'est une femme qui se met à la place des autres. C'est ça. Bonjour, madame Sarah. Bonjour, madame Nacha. Bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir Vous êtes la présidente de l'ONG Nazayo. C'est-à-dire, je suis toi. Oui, exactement. Donc, en quelque sorte, moi, je m'oublie, je me mets à ta place. Oui, je me mets à ta place parce que le monde tend vers un refus d'altruisme. Alors, il est temps de rappeler que ce que je vois, ça peut être moi dans un autre monde ou dans une autre vie. Ok. Et ça existe depuis quand, Nazayo? Nazayo existe exactement depuis juin dernier, juin de l'année passée. On a presque une année, on va dire. C'est encore un bébé. Oui, un bébé. Mais un bébé qui est un peu costaud, expérimenté par rapport à votre vision. Alors, parlez-nous un peu de votre vision. Qu'est-ce que vous poursuivez? Sur Nazayo, nous avons deux volets. Nous occupons des enfants, en première position, des enfants démunis. Donc, ceux qui, entre guillemets, n'ont pas eu de chance d'emblée. Les enfants des rues et les enfants nés dans la rue. Voilà. Les enfants nés dans la rue. Il y a des enfants nés Il y a des enfants comme ça. Oui, il y en a vraiment comme ça. Et ensuite, on a le deuxième volet, notre cheval de bataille, qui est vraiment aussi dur que ça peut bien paraître. C'est pour les enfants qui étudient, les jeunes bleus-blancs qui sont dans les écoles. Cette vision est venue du fait que nous avons observé les délinquances qui sévissent même dans les milieux scolaires. Pour ne parler que des délinquances sexuelles ou même aussi de la bassesse en termes même de background quand on entend parler des finalistes ou même des élèves. Donc, peu d'entre eux se rendent compte des enjeux qu'il y a pour l'avenir et la conscience qu'ils doivent mettre dans leur éducation. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous avez pris cette vision. Cela me pousse à vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette ONG ? Parce que vous avez vécu une enfance douloureuse, parce que vous avez été maltraité dans votre enfance ou quoi? Qu'est-ce qui vous a poussé? Au fait, je pense que non, j'ai eu une enfance plutôt vraiment heureuse. Oui. Sauf que j'ai tout simplement un cœur pour les autres, tout simplement comme ça. Et je me rappelle que toute petite, mes casse-croûtes finissaient entre les mains de mendiants. Donc, du coup, j'ai grandi avec... je me posais tout le temps des questions. Mais pourquoi c'est eux? Pourquoi ça arrive? Et finalement, en grandissant, je me suis dit, un jour, peut-être que je ferai quelque chose pour eux. Et je pense que c'est le moment, finalement. Et depuis que vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que vous avez pu remarquer, découvrir précisément d'abord pour les enfants de la rue? Oui, précisément pour les enfants de la rue, ce que j'ai pu remarquer, c'est que la plupart quittent leur toit tout simplement parce qu'ils n'ont peut-être pas eu d'attention. Et peut-être cela rejoint l'un des droits des enfants qui est le droit à la parole, le droit à l'écoute. Il y en a qui ne sont pas écoutés, qui sont tout simplement maltraités. Ils ne trouvent pas leur place, ils ne sont pas entourés d'amour et finalement ils trouvent leur refuge dans la rue. La rue qui est une mère sans cœur, qui n'a ni toit et qui ne sait même pas subvenir à leurs besoins. Donc ils sont à la merci de tout. Et comme ça, il y a un autre volet des enfants qui sont aussi orphelins, une situation qui est subvenue dans leur vie et que finalement, ils n'ont pas d'autre choix que de recourir dans la rue. Et par contre, il y a aussi des enfants rebelles, tout simplement, qui ont des parents, qui ont des familles, mais qui, comme ça, ils ont trouvé goût à la liberté. Et cette liberté, comment, je ne sais pas, mais je compte bien les découvrir. Puisque l'activité qu'on va organiser en juin, c'est vraiment d'échanger avec ces enfants, de pouvoir discuter avec eux. Ce sont des enfants de la rue qu'on va inviter. Vraiment de la rue? De la rue, oui, fraîchement de la rue, qu'on va inviter et qu'on va pouvoir écouter et que je vais pouvoir convaincre, par la grâce de Dieu, de leur proposer d'adhérer, d'entrer dans
orphelinats, et de se faire encadrer, d'accepter l'aide. Et c'est très délicat, je pense pouvoir... c'est pas une tâche facile, Madame Sarah. Est-ce que vous êtes accompagnée par les psychologues? Parce que ce sont des enfants qui psychologiquement sont déjà foutus. Hein? Est-ce que vous êtes accompagnée par des psychologues? Exactement. En fait, jusque-là, nous avons contacté 2-3 personnes, 2-3 personnes qui sont dans le domaine de la psychologie. Ils restent assez sceptiques. Et ce que nous, on va faire, en tout cas, pour ne pas aller de manière très technique, je vais essayer de leur parler, de parler à leur cœur. On va essayer de faire ça comme ça et voir ce que ça va donner. Je pense que les personnes que nous allons pouvoir inviter, des psychologues et autres, pourront, n'est-ce pas, tu vois, c'est un travail qui demande, qui nécessite de la passion. Il faut y mettre du cœur. Il faut forcément pas aller avec un air professionnel et tout. Mais vous faire comment? Oui, il faudrait absolument venir avec un axe de, écoutez, moi, à votre place, j'aurais préféré venir. Je vous offre de l'aide. J'ai arrêté tout ce que je faisais. Je suis venue, je pense à vous, je pense en tout cas, je crois en toi. Tu vois, c'est forcément des personnes qui se sont dit, on est des ratés, il vaut mieux aller dans la rue. On est peut-être négligé, personne ne nous aime. Mais le fait, je pense, moi, le fait de voir quelqu'un qui s'intéresse à moi et qui veut m'aider sans obtenir forcément quelque chose en retour, je pense que je pourrais attirer. Vous n'avez pas peur, ce sont des enfants qui se transforment un peu en chégués. Ils peuvent tout vous voler là et voler même votre voiture, téléphone. Alors, vous allez continuer avec votre pensée là de les aider ou quoi? Oui. Déjà, pour il faut changer des méthodes parce que là, ce sont des personnes qui sont déjà abandonnées et qui ont changé d'avis. Hein? Oui, exactement. Je vais vous raconter une anecdote. J'étais une fois sur Victoire. Il y a une avenue où on vend des poulets maillots. Le soir, j'y passe souvent. Et en m'arrêtant un soir, en train d'attendre ma commande et tout, je vois des enfants qui viennent, des tout petits, ils peuvent avoir entre 8 à 10 ans, si je n'exagère pas. 8 à 10 ans, 8 à 15 ans. En tout cas, ils sont tout courts. Après, je ne peux pas vraiment bien deviner leur âge. Elles étaient venues, c'était des filles, elles étaient venues pour demander de l'argent. Alors, en cherchant à discuter avec moi, avant de donner, je demande toujours, je le baratine un peu. Ah, t'es jolie, comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu habites où? Pourquoi tu es dans la rue et tout et tout? Elles m'ont raconté qu'elles ont eu à fuir une auberge parce qu'elles étaient maltraitées et tout ça. Mais il était tard, il était 20h, vraiment, je ne pouvais pas aller plus loin que discuter avec elle. Et l'une d'entre elles avait une entraille sur sa joue. Je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Elle me dit que c'est le signe qu'elle appartient à une certaine communauté de Chégués. Oui. Vous comprenez? Donc, de cette manière, ça m'avait révoltée. Je me rappelle que je n'avais pas bien dormi cette nuit-là parce que je n'arrêtais pas de penser à la jeune fille. Et le monsieur qui vendait son poulet me disait pourquoi tu discutes avec elle? Il faut faire attention. C'est vraiment dangereux et tout. Je n'avais pas... Déjà, j'ai pas l'habitude de mettre des bijoux, des montres. Quand je vais, je sais que je vais à l'encontre des enfants de la rue. Vous mettez rien. Je me confonds dans la masse, je fais un chignon, t-shirt, basket. Je discute avec elles librement. Comme ça, elles sont pas complexées d'abord. Et ainsi, elles peuvent m'accorder de l'attention. Et moi, je peux atteindre mon but en me faisant écouter et peut-être les inviter. Mais vous avez quand même compris, là, ces enfants? Oui, je les ai compris. En fait, d'emblée comme ça, des rebelles, tout simplement. Oui, des rebelles. Parce que fuir une auberge, tu as quand même un endroit où dormir. Et si on veut t'aider, on sait où aller. Parce que moi, aujourd'hui, je ne sais même pas la retrouver. Parce qu'elle est dans la rue. Je t'avais quand même demandé de rentrer. Et je demandais, comment vous faites pour vous laver? Comment vous faites pour manger et tout? Oui, on mendie et tout ça. Et pendant que j'ai discuté... Et on vole aussi, c'est comme ça. Oui, on vole. Des voleurs, des voleuses, oui. Et on vole... Et tout ça après. Donc, moi, si je suis distraite, vous allez me voler. Elles se sont mis à rire. Et d'un coup, il y a un monsieur, un jeune, je veux dire un ado, qui peut avoir une vingtaine, qui s'approche et qui me dit, genre, qu'est-ce que tu veux avec elle? Là, je discute librement, tu as un problème. Et puis, il me regarde, il fait genre... qu'elle s'en aille. Et du coup, j'avais vraiment... C'était déjà un signal fort. Oui, c'était déjà un signal fort. Et les filles, elles étaient déjà tétanisées, elles avaient peur. Et elles sont parties. Je n'avais même pas eu l'occasion de donner ce que je pouvais. Donc,
Vous comprenez? Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est pas facile parce qu'ils sont vraiment traumatisés. Oui. Et puis, bien encadrés par les grands chégués. Exactement. Ouais, c'est pas facile d'encadrer ces gens de. Alors, depuis Nazayo existe, ça fait déjà une année. Mais qu'est-ce que vous avez déjà fait comme travail sur terrain? À part vous-même, quelles sont les sensibiliser les autres? Qu'est-ce que vous avez déjà fait sur terrain? C'est que j'ai déjà fait. Je vais commencer par le volet école. Okay. J'ai réussi à donner une conférence dans une école Bakanja. Okay. Là, c'était vraiment à l'occasion du mois de la femme et tout, mais je leur avais demandé de me réserver aussi des garçons parce que mon message ne concernait pas que des filles. Alors, j'ai passé mon message de sensibilisation et tout. Et par rapport au thème qui nous aide très bien, le thème qui parle de la numérisation, la digitalisation, et je leur ai montré combien il est avantageux pour eux d'utiliser leur téléphone à bon escient en utilisant des sites gratuits. Aujourd'hui, il y a plein de sites gratuits qui donnent des formations, mais avec des certificats en même temps. J'ai essayé de détailler certains sites au lieu d'aller vers des bêtises et de remplir leur tête, des sextapes et tout ça, qui hier n'était vraiment pas, c'était pas pensable de voir ça dans des écoles. Et en même temps, c'est là, je leur ai démontré le danger qu'il y a de continuer sur cette voie. Et en même temps qu'on s'écrit la crise dans le pays, et ainsi de suite. Un jour, quand ils seront dans la vie active, dans la vie professionnelle, ils se rendront compte pourquoi on ne respecte pas le Congolais, pourquoi on ne respecte pas le Quinois qui a étudié sur terrain et pourquoi on considère plus les Quinois qui a étudié ailleurs. Tout simplement parce que il y a deux poids, deux mesures. On n'a pas tous la même façon de voir les choses. Il est temps que la jeunesse congolaise gagne du respect. Alors, on va s'atteler beaucoup plus sur les droits des enfants que vous poursuivez. Quels sont ces droits? En tout cas, les droits des enfants, l'enfant a droit tout d'abord à la vie. Il a droit à la vie. Il a droit à la santé. Il a droit d'être dans une famille, dans une communauté aimante. Il a droit à la parole. Moi, il n'y a pas une chose que j'ai... Droit à la parole, un enfant, oui. Oui, beaucoup plus dans beaucoup de familles, ça n'existe pas. Oui, droit à la parole. Il a droit à la sécurité. Droit à la sécurité parce que, bon, dans des contextes de guerre, qu'est-ce qu'il advient des enfants qui sont dans ces secteurs à problème? Est-ce qu'il y a des mesures de sécurité pour eux? Je dirais Dieu seul sait. Voilà un peu... de manière synthétique, ce que je peux dire. Les droits que vous poursuivez pour que ces enfants... La scolarité aussi. Heureusement que le chef de l'État en a fait aussi son cheval de bataille en instaurant la gratuité de l'enseignement qui, je pense que pourrait aussi vraiment être un moteur d'activation pour la jeunesse de demain. Vous êtes une amie des enfants. Est-ce que ces enfants connaissent aussi leurs droits? Je pense que non. Les temps que vous discutez avec ces enfants, les enfants congolais? Non, les enfants congolais, en général, ne connaissent pas leurs droits. Non, ne connaissent pas leurs droits. Je pense qu'il est temps aussi de marteler dessus, de parler de leurs droits sans pour autant activer les révoltes. Non, mais de pouvoir le parler de cela, et cela le permettrait de pouvoir le revendiquer, mais d'une bonne façon. Et aussi de ne pas s'allier à n'importe quel courant. Aujourd'hui, on a vraiment une tendance de délinquance juvénile sans précédent. Dans les rues, on voit même des jeunes enfants Koulouna, des filles Koulouna, tout simplement parce qu'au plus bas âge, ils n'ont pas eu cet enseignement civique qui forcément ne devrait pas que se donner dans les écoles. Je pense, moi, vraiment à mon humble avis, je pense que même les églises devraient s'ingérer dans la question, dans la mesure où on arriverait, ne fût-ce qu'à évoquer l'essence civique, les devoirs civiques qu'a un citoyen. Des enfants, oui, et aussi en même temps le droit des enfants dans la société et quel serait leur rôle plus tard. Parce que toutes ces délinquances, c'est parce que on avance, mais peu connaissent le droit et peu connaissent leurs devoirs. Donc, on a plus des révoltes et c'est issu d'une certaine colère parce qu'ils ne sont pas écoutés. L'enfant se sent peut-être étouffé. Oui, et c'est leur dit que non, en tout cas, et d'une très mauvaise manière. Je deviens rebelle, tout ça. Oui, directement. Alors, vous allez faire un parallélisme entre l'enfant congolais et les enfants qui vivent sous d'autres cieux. C'est ça aussi les problèmes. Vous allez quand même circuler dans d'autres pays. Vous allez voir comment les enfants vivent là-bas, sous d'autres cieux. Ils connaissent leurs droits. Déjà, à 18 ans, l'enfant est autonome, indépendant, mais c'est pas le cas pour la RDC. Faites un peu un parallélisme entre l'enfant congolais et l'enfant vivant ailleurs.
Bon, l'enfant congolais, pour faire un parallélisme entre l'enfant congolais et l'enfant vivant ailleurs, déjà en termes de mentalité, et l'environnement d'ailleurs, l'enfant congolais est un enfant aujourd'hui qui se débrouille. Parce que je disais, enfin je ne sais pas si je l'ai déjà évoqué, je te donne une anecdote. Je passe dans la rue, 6 mois avant, je vois une jeune dame avec un bébé qui a pratiquement 6 mois. D'accord? En espace de 8 mois, ce même bébé se voit, hier, sa maman mendiait pour qu'elle mange. Et à l'espace de 8 mois, ce bébé se déplace, il marche et il arrive à demander à mendier aux passants. Quel est ce message que cet enfant a? Il se dit que pour vivre, il faut mendier. Ma maman n'est pas désœuvrée, elle n'est pas handicapée, mais assise, en bon état, elle me traîne à mendier. Donc, et c'est grave parce que vous allez observer, je ne vous enseignerai pas la société congolaise, on voit que il y a le phénomène matolo qui est maintenant des niveaux à niveau. On le voit des plus bas, des plus bas et puis ça monte. Et ça monte jusque je ne sais où. C'est comme une école, une université, tout ça, oui. Il faut apprendre, métier. C'est un vrai métier. Je connais des endroits où tu passes, on te fait une chanson, mais tellement tu as entendu et tu es obligé de donner. Ça devient un art congolais. Et moi, c'est un sujet qui me fâche. Ça, c'est vraiment un sujet qui fâche. Et c'est grave qu'on advient à ce niveau-là. Bon, je vais parler de plusieurs aspects, mais d'abord, j'adviens à cet aspect-là pour montrer vraiment cette précarité auquel on y court. Ça fait rire, ça peut toucher. Je me dis, ouais, il pouvait être mon enfant. Quand tu vois ton petit-neveu, ta petite-nièce, tu te dis, je ne veux pas le voir ainsi. Mais dans la rue, là, c'est son futur ami, son futur voisin, mais qui mendie à l'âge d'une année, 3 ans, 4 ans. Bon, et sous d'autres cieux, c'est pas le cas. Sous d'autres cieux, bon, les gens vont me dire, mais attends, partout ça existe. Pas à la hauteur de la RDC. C'est trop quand même. Pour la RDC, ou s'il faut parler de l'Afrique, mais pour la RDC, c'est trop. Bon, je vais peut-être faire un autre parallélisme. On va aller... je sais pas, peut-être sous d'autres cieux. Sous d'autres cieux, j'ai suivi un jour, j'ai suivi beaucoup de documentaires autour des enfants et tout. J'ai suivi un documentaire sur, comment dire, sur les quotidiens des enfants dans certains coins, dans certains pays, qui sont par exemple, les enfants qui sont par exemple exposés à la pédophilie, des enfants qui sont, par exemple, les autistes, surtout, les traitements qu'ils ont. Tu vois, c'est déjà un cadre qui, leur gouvernement ou leur... ils sont pris en charge par le gouvernement. Il y a un budget pour s'occuper de ces enfants-là, bien qu'ils sont dans des centres de rééducation. Il y a quand même... il y a tout de même des failles, mais on voit, je peux les appeler comment? On voit les acteurs des résiliences, on voit les parler durement. J'ai regardé un documentaire, là c'était, je pense, on montrait les enfants délinquants aux États-Unis, comment voilà, les addicts à la drogue et tout ça. C'est vraiment la tendance là-bas. Et tu vois un enfant qui fugue parce qu'il a une certaine addiction, il a un certain traumatisme, il veut parler à personne. Mais le gouvernement a vraiment consacré un budget aussi, il faut dire, le ministère du genre et enfants là-bas a consacré un budget, et les centres de rééducation sont dans les normes et on arrive à parler à ces enfants et de différentes façons. J'ai remarqué que pour ceux qui avaient déjà fait la prison ou qui étaient addicts à la drogue, il y avait des acteurs, des formateurs de résilience qui les parlaient durement, des policiers qui les parlaient durement. Pour leur dire que non. Comment, il y avait même des anciens, ceux parmi lesquels qui avaient des passés de ce genre, et il y en a qui leur parlaient de leur souffrance. On faisait sortir des dames qui sortaient des prisons, qui sont vraiment incarcérées, et qui sortaient pour parler à ces enfants-là. N'allez pas sur cette voie. Moi, j'ai emprunté cette voie. Aujourd'hui, j'ai 40 ans, je suis enfermée. J'en ai pour 10 ans, j'en ai pour 20 ans. Je ne sais pas voir mes enfants. Vraiment un centre de rééducation. Tu vois, c'est vraiment dans ce sens-là. Et pour ne parler que ça, un jour,
vraiment, la vie a fait que je sois, comme par hasard, dans un tribunal pour enfants, c'était la commune. Il y avait, en tout cas, c'était par hasard, je veux dire, une flambée d'arrestation des enfants Koulouna. Il y avait des mineurs, hein? Oui, des mineurs, garçons comme filles, qui étaient enfermés dans un même logis. Ça, c'est de un. Des deux, il y avait une d'entre elles qui était une dame, une jeune fille, pardon, qu'on sortait de là, mais des manières vraiment brutales. On la prend, on la jette par terre. Parce qu'elle était détenue, simplement parce qu'elle était détenue. Tout simplement parce qu'elle était détenue. Et apparemment, j'ai détecté qu'elle était autiste. Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle ne savait même pas pourquoi on l'avait incarcérée. Elle s'est retrouvée juste là au mauvais moment. On va dire peut-être, elle était au mauvais endroit et au mauvais moment. Et on l'a embarquée avec. Et une dame, une jeune fille, à cet âge-là, vous savez ce qui arrive à ces âges-là. Elle passait par ces moments difficiles. Des femmes, elle était vraiment... J'étais dans tous mes états, je me fâchais contre ces gens. Mais comment vous pouvez la traiter de cette manière? Vous ne voyez pas qu'elle n'a pas... Mais non, vous ne la connaissez pas, madame. Elle est très dangereuse. Ah bon? Elle est très dangereuse. Elle est autiste, mais elle est dangereuse. Et on la met ensemble avec tous ces garçons et ces autres filles qui savent en fait ce qui se passe. Mais elle était juste... Elle est influencée par la foule, tout ça, oui. Donc c'est ça. Alors, vous comprenez que nous avons vraiment du pain sur la planche. Nous avons beaucoup de travail à faire, oui. Alors, que direz-vous de travail des mineurs? Parce que vous circulez quand même dans la ville de Kinshasa. Vous voyez comment il y a des petites filles de 10 ans, 12 ans, des petits garçons de 15 ans, de 9 ans qui vendent des papiers mouchoirs, qui vendent de l'eau pure. Alors, que dites-vous de ce travail des mineurs? C'est exactement de cela. En fait, c'est triste. C'est triste qu'aujourd'hui, non seulement qu'on ait des enfants qui mendient, mais on a aussi des enfants qui doivent se débrouiller pour vivre. On a des enfants qui vendent aujourd'hui dans les rues. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. En tout cas, le ministère des gens et familles ou les structures qui s'occupent vraiment des enfants, sans parler des ONG, puisque là, les ONG, c'est vraiment des moyens des bords qu'on dispose pour pouvoir aider. C'est vraiment un cas qui doit s'arrêter. C'est vraiment un cas à fustiger. Il faudrait vraiment qu'il y ait des mesures pour que cela s'arrête. Parce que, laisse-moi te dire que non seulement nous travaillons pour pouvoir aider ces enfants, mais nous envisageons même visiter ces familles. Nous envisageons aussi visiter ces familles. Puisque non seulement il y a des cas des enfants qui sont exploités ainsi, mais tu verras, sa maman est sûrement en train de vendre aussi. Elle n'est pas en train de dormir. Il y a même des mamans qui envoient leurs enfants mendier. Moi, j'ai vu une maman qui a tapé son enfant. Toi, pleure, demande. Et l'enfant demandait, on ne donnait rien. Et la maman tapait l'enfant. La maman tapait l'enfant. Voilà. Et vous verrez un enfant qui vendait de l'eau, comme il sait qu'il n'a pas pu vendre, qu'est-ce qu'il fait? Il jette son package d'eau par terre. Et si toi, tu passes avec ta voiture, non, j'ai perdu tout, remettez pas les maisons, tu lui donnes quelque chose et il y a en même temps cette manipulation. Il y a une vie de facilité qu'on enseigne à cet enfant. On l'arrache l'envie de pouvoir rêver, l'envie de pouvoir se réaliser, l'envie de pouvoir jouer et s'épanouir. Et ça, c'est pas normal. Ça fait très mal. Alors, Madame Sarah Mwamba, on va aller en termes de pistes de solutions, de propositions. C'est une occasion en tout cas, parce que vous êtes dans une fondation ONG qui parle des droits des enfants. Alors, qu'est-ce que vous proposez à l'État congolais? Ce que je propose à l'État congolais, c'est tout d'abord d'attribuer un budget pour le social. Vous savez, ces enfants dans la rue, c'est parce que le social jusque-là n'est pas encore un dossier qui est clôturé et qui est réussi. Nous avons un sérieux problème de social. Et comment pouvoir subvenir justement à ce besoin? Déjà, essayer de recenser les maires par commune, par exemple. De recenser les maires par commune. Et ces maires sont pour la plupart des cas les mamans maraîchères, les vendeuses des pains. Ce sont ces mamans maléwa. Les mamans maléwa. Les femmes les femmes ménagères, tu vois, lorsqu'elles vont pour travailler toute une journée, en ce moment-là, l'enfant fait quoi pour manger? L'enfant fait rien pour manger.
il aura juste besoin de mendier. Et peut-être par chance, si le soir, la maman revenait avec quelque chose, ils pourront partager. Donc, il faudrait que les communes deviennent des structures de plus en plus proches pour que la population vienne s'approvisionner en quelque sorte. Il faudrait que la commune, toutes les communes ou les bourgmestres arrivent non seulement à pouvoir diriger leur commune, je ne sais pas, dans l'urbanisme et tout, mais qu'il y ait des structures sous-sociales par commune, de manière à ce que on sait recenser les besoins des femmes, que les ministères de genre et enfants privilégient aussi l'entrepreneuriat féminin, non pas que pour certaines couches qui savent parler français, non, pour toutes les couches, je suis entrepreneur et tout, tu l'aides. Mais même ces mamans, elles savent tenir des foyers. Elles arrivent à subvenir aux besoins de leur famille. Même en vendant de la braise, leurs enfants arrivent à aller dans des universités. Ce sont ces mamans qu'il faut recenser et pouvoir les aider, renforcer leur fonds de commerce pour qu'elles arrivent à envoyer d'abord leurs enfants à l'école. Parce que si elles savent aisément travailler, elles disent que bon, si je travaille, je peux au moins amener quelque chose sur la table, mais le gouvernement en même temps pourra subvenir aux besoins, tu vois, le besoin de santé, par exemple. Il y a plusieurs femmes, moi j'ai vu des dames qui, dans la rue, comme ça, tu la vois, elle est propre, mais elle n'a pas de frais, en fait, pour soigner, faire soigner ses enfants. Je pense qu'il y a beaucoup à faire, mais on peut quand même commencer quelque part. Déjà, chercher à responsabiliser les bourgmestres et pourquoi pas les chefs de quartier qui connaissent, qui peuvent recenser, qu'il y ait des fonds vraiment, des fonds spécialisés pour ces familles. C'est vrai qu'il y en a vraiment, il y en a beaucoup, mais il y a toujours un moyen pour que lorsqu'on on vote un budget pour une année, qu'on puisse vraiment consacrer une bonne partie aussi pour le social et pour les enfants. Voilà, on va parler de projets de Nazayo. Vous avez quelques projets d'avenir? Exactement, j'ai des projets d'avenir. Lesquels? Oui, pour Nazayo, comme je ne sais pas si je l'ai énoncé, en juillet, nous aurons ce ne sera pas une descente, mais ce sera comme une journée porte ouverte. Nous allons recevoir nos hôtes, ce seraient des enfants de la rue. Mais comment les recenser? C'est ça aussi les problèmes. C'est pas difficile parce que nous avons des personnes qui sont sur terrain, des enfants qu'on côtoie déjà et à qui on va pouvoir communiquer une date et ils seront nos invités. On va pouvoir recevoir. Je ne sais pas combien ils seront, mais on va cibler un coin. Ils seront nombreux. Là, il faut s'attendre. Oui, ils seront nombreux. Mais je ne sais pas comment ils se diront, une heure du temps avec eux, une heure du temps dans la rue, je gagne quoi? Bon, on va pouvoir trouver des stratégies pour pouvoir les attirer. Et l'idée serait d'échanger avec eux, de proposer des réinsertions dans des orphelinats. Et à partir des orphelinats, nous allons aussi travailler avec les psychologues pour qu'on arrive à recenser les enfants qui sont à même d'aller à l'école ou même des formations. D'ailleurs, parmi les propositions que je pourrais faire au gouvernement, serait de créer des fonds pour des formations métiers. Oui, les formations métiers, parce que laisse-moi te dire, Nacha, que tout le monde ne peut pas aller à l'école, en fait. Qu'est-ce que tu fais d'un ado qui a 20 ans, il ne va pas aller à l'école primaire, mais au moins il peut faire un métier, on peut lui apprendre quelque chose, on peut découvrir qu'est-ce qu'il veut faire et vraiment qu'il y ait des formations, des centres de formation portes ouvertes pour ceux qui veulent apprendre un métier. Et de cette façon, on va réduire les taux de mendicité dans la rue et même ces femmes qui sont dans la rue peuvent non seulement se former, non seulement elles se formeront, et aussi elles pourront se faire solliciter par des structures qui embauchent. D'accord? Il pourrait y avoir des centres comme ça, et ça ferait d'ailleurs, ça serait un privilège pour l'État de compter plusieurs contributeurs en termes d'impôts. Oui, c'est ça aussi, des formations de make-up, il y en a plein. De mécaniciens, tout ça. Mécaniciens. Maçonnerie. Voilà, il y en a tout plein, et surtout que notre pays a un tel potentiel. Moi, aujourd'hui, je n'aimerais plus. Franchement, je le sais. Je sais qu'on va dire, mais attends, il exagère. Mais je n'aimerais plus qu'on parle du potentiel minier.
Non, donc il faut diversifier tout ça, oui. On sait déjà qu'on a un potentiel oui. Mais qu'en est-il du potentiel humain? L'homme congolais aujourd'hui a un sérieux problème de formation, un sérieux problème on n'a pas un benchmark par rapport aux autres, en fait. On est trop distrait par la musique, bien que j'aime bien la musique, mais il faut juste circuler dans les rues pour voir combien de monde il y a dans les rues, combien des bars et des bistrots il y a dans les rues, alors que nous pouvons capitaliser aujourd'hui sans investir sur l'homme congolais, qui est capable de beaucoup, mais plein de choses. Voilà. Et c'est la main-d'œuvre congolaise, c'est importante, oui. Alors, vous rencontrez quand même des difficultés dans l'exercice de votre métier? Oui, nous rencontrons plusieurs difficultés parce que tout d'abord, nous travaillons avec nos propres moyens, nos moyens de bord, alors que le besoin sur terrain est énorme et il est même très vaste. Et à part cela, nous avons tout aussi, nous avons d'abord un grand travail de sensibilisation. Parce que moi, perso, j'ai fait un travail. Non seulement j'entrevois pour aider ces enfants, mais j'échange beaucoup avec leur mère, leur tuteur. Oui, j'échange beaucoup avec leur mère, d'où l'idée, voilà, quand je lance un appel, comme quoi on peut créer des ateliers portes ouvertes pour des formations pour ces femmes et celles qui font déjà des activités, les aider à leur attribuant des fonds qui peuvent soutenir ces dames-là. C'est triste qu'on ne voit ça que quand il s'agit, entre guillemets, des politiques, quand on veut se faire attirer des votes et tout ça. Mais en soi, c'est le rôle, tout ça, en soi, c'est le rôle de l'État. En soi, c'est le rôle de l'État et les ONG qui viennent en support pour pouvoir les aider à atteindre la plus grande masse de la population et leur donner même des vraies statistiques qui seraient comme quoi, combien d'enfants il y a dans la rue et quelles sont les raisons, rétablir les effets, les causes à effet. Alors, vous avez des partenaires financiers qui vous soutiennent? Non, pas encore. Ah bon? Vous avez assez de moyens pour subvenir aux besoins de ces enfants de la rue, hein? Mais je vous dis, ce ne sera pas un échange. Hein. Au mois de juillet, ces enfants viendront pour recevoir quelque chose. Hein. Ils viendront nombreux pour recevoir quelque chose. C'est justement ça. Nous n'avons pas encore des partenaires. Je ne travaille pas seule. Je travaille en partenariat avec d'autres ONG qui, eux aussi, travaillent avec leurs propres moyens de bord. Nous avons... comment je vais dire, nos boutiques, c'est un peu nos boutiques, pas comme pour parler d'argent, mais nos clients sont ces orphelins et nos boutiques sont ces orphelinats. Donc, nous travaillons en collaboration avec des orphelinats et nous faisons venir des enfants qui acceptent la réinsertion, qui acceptent de se faire aider. Très bien. Ah, c'est intéressant quand même. Alors, vous avez un siège social, Nazayo? Oui, Nazayo a un siège social à Kalamou. Kalamou, précisément? C'est, comment dire, c'est sur l'avenue Luidi, dans le quartier Luidi. Bon, j'utilise un local dans l'immeuble de mon père. Donc, j'ai un local et un secrétaire qui reçoit des gens si jamais besoin. Sinon, vous allez donner un numéro de contact et lancez sur votre message. Si vous avez besoin de partenaires, vous avez besoin de membres de soutien, n'hésitez pas. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Nacha. Effectivement, Nazayo a besoin des partenaires et puisque le besoin est énorme, ces enfants qui traînent dans la rue ont besoin de soutien. Pour ceux qui accepteront la réinsertion dans des orphelinats, il leur faudra, j'ose croire, de lits, des vêtements, de la nourriture et aussi, n'est-ce pas, penser à leur scolarisation et des différentes formations qui peuvent subvenir et aider ces enfants à se sentir aimés et à pouvoir apprécier l'aide que nous leur proposons. Vous donner un numéro de contact et rappeler la date de l'activité. La date n'a pas encore été fixée. Ce sera au mois de juillet. Au mois de juillet. J'ose croire que j'aurai peut-être l'occasion de revenir pour pouvoir annoncer. Nous sommes encore dans les préparatifs puisque nous voulons faire bien les choses et pouvoir vraiment convaincre un grand nombre. C'est vrai que nous n'allons pas pouvoir le faire en grande pompe, mais si on arrive à convaincre ne serait-ce qu'une centaine d'enfants, je pense qu'elles pourront faire à leur tour la publicité auprès des autres. Il y en a plus de 100. Hein.
Alors, merci beaucoup, Madame Sarah Mwamba, d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, Nacha. Voilà. En tout cas, Madame, Messieurs, j'aurais CV pour vous, Madame Sarah Mwamba. Elle est la présidente de l'ONG Nazayo. Donc, je suis toi. Donc, elle est tellement patriote. Elle aime tellement son pays, la RDC, qu'elle vole au secours des enfants démunis, des orphelins, les enfants de la rue. Vous avez vraiment du pain sur la planche. Hein, et je vous souhaite déjà bonne chance. Merci. Et je vous encourage. Merci. Je compte aussi sur le média pour pouvoir... Nous sommes là, en tout cas, pour vous soutenir. On vous accompagne sans problème. Alors, je dis merci à Andrick. Merci à toi, Papa Freddy le doyen. Obed, je te remercie. Lazik Makoukoula. Madame, Messieurs, merci pour ces magazines Femmes en Or qui avaient eu l'insigne de recevoir pour vous Madame Sarah Mwamba qui a une grande vision pour les enfants de la rue et nous espérons que sa vision va triompher. Merci, à très bientôt. Bye bye.